All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. La Joint Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning. Le président de la Chambre d'appel, bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Madame Agrafia, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0474A, le procureur contre monsieur Perlic, Jadanko Perlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković, Valentin Ćorić et Benislav Pucic. Le président, je vous remercie et je reconnais la présence de greffier adjoint dans le prétoire aujourd'hui. Je vais maintenant demander la présentation des parties, s'il vous plaît, à commencer par l'accusation, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Du côté de l'accusation, Douglas Stringer, Laurel Begg, Barbara Goy, Katrina Gustafsson, Aditya Menon et Janet Stewart. Le Président, je vous remercie. Et la présentation du côté de la défense, s'il vous plaît, pour la défense. Je remarque que M. Pucic a renoncé à son droit d'assister au prononcé du jugement rendu par la Chambre d'appel aujourd'hui. Donc, je fais observer que son conseil de la défense est là pour M. Perlic. Maître Carnavas, bonjour Messieurs les juges. Michael Carnavas. Et Mme Susana Tomonovic pour M. Andra Kapolic. Madame Nozic, je représente les intérêts de M. Bruno Stojic et notre consultant juridique est présent également. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Madame Penta, et représentant les intérêts de M. Slobodan Praljak et Mme Natasha Fovo-Ivanovic de Paris. Et pour M. Petković, Maître Alaboric, bonjour Messieurs les juges, pour représentant les intérêts de M. Milivoje Petrović, Vesna Alaboric et M. Davor Lazic. Le président pour M. Ćorić. Bonjour Monsieur le Président. Conseil principal, Mme Diana Tomasegovic-Tomic et M. Dražen Plević, représentant les intérêts de M. Valentin Ćorić. Pour M. Pucic. Bonjour, Monsieur le Président, représentant les intérêts de M. Pucic, M. Ibrahimovic et M. Roger Sahota. Avant de poursuivre plus avant, je souhaite confirmer avec les appelants en l'espèce s'ils sont tous en mesure de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent. Question. Bonjour, l'appelant Perlic. Bonjour, Monsieur le Président. Et les juges de la Chambre d'appel, je suis en mesure de suivre la procédure dans une langue que je comprends. Monsieur Ćorić. Bonjour, Monsieur le Président, tout va bien. Je vous remercie, Monsieur Praljak. Je vous remercie. Je suis parfaitement. Le Président, Maître Petković. Monsieur Petković, l'appelant Petković. Bonjour, Monsieur le Président, je suis parfaitement. Et Monsieur Ćorić. Bonjour, Monsieur le Président, tout va bien. Je vous remercie. Je vous souhaite tous la bienvenue. La Chambre d'appel siège aujourd'hui conformément à l'article 171D du règlement de procédure et de preuve du tribunal et de l'ordonnance portant calendrier délivrée le 5 octobre 2017. Ce sera la dernière audience et le jugement définitif rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Cette affaire a été longue et complexe et beaucoup de temps s'est écoulé depuis le début du procès en 2006 et depuis que la Chambre d'appel a été saisie pour la première fois d'un acte d'appel en juin 2013. L'audience d'appel s'est tenue entre le 20 et le 28 mars de cette année en l'espèce. La Chambre d'appel souhaite remercier les parties pour leur coopération et leur professionnalisme, ainsi que tous les services du greffe pour leur dévouement et soutien. Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre d'appel dans l'affaire contre Jadranko Perlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pusic. Ce résumé délivré oralement ne fait pas partie intégrante du jugement écrit de la Chambre d'appel qui seul fait autorité et dont des copies seront distribuées aux parties à la fin de l'audience. Les événements qui ont conduit à l'appel en l'espèce se sont déroulés entre 1992 et 1994 dans 8 municipalités et 5 centres de détention sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, revendiqués par la communauté croate, puis République d'Herzeg-Bosna. Jadranko Perlic, Bruno Stojic et Valentin Ćorić ont occupé des fonctions au sein du gouvernement de ces entités en qualité du président du gouvernement, chef du département de la Défense et chef de l'administration de la police militaire, respectivement. Et Valentin Ćorić a par la suite été nommé ministre de l'Intérieur. Slobodan Praljak et Milivoje Petković ont été commandants en chef de l'état-major principal de l'armée croate de Bosnie, ou le HVO à différentes époques. Berislav Pusic a été officier de la police militaire du HVO et a été plus tard nommé à la tête de la commission chargée de l'échange des prisonniers et de la détention. Ces organes avaient pour mandat de s'occuper de la détention et de l'échange des prisonniers dans ce secteur. Slobodan Praljak a également été assistant, puis adjoint au ministre de la Défense de Croatie, avant de retourner en Croatie en qualité de conseiller auprès du ministre croate de la Défense. La Chambre de première instance a conclu qu'à la mi-janvier 1993, une entreprise criminelle commune ou ECC a vu le jour et avait pour but de créer une entité croate en Bosnie-Herzégovine qui faciliterait la réunification du peuple croate. D'après la Chambre de première instance, l'objectif criminel commun de cette ECC était la domination par les Croates de la République croate d'Herzeg-Bosna de la population musulmane au travers du nettoyage ethnique. Il a été constaté que les membres de cette ECC avaient mis en place un système visant à expulser la population musulmane de la République croate d'Herzeg-Bosna. Ce système comprenait toute une série de crimes, le déplacement et le placement de civils dans des centres de détention, des meurtres et la destruction de biens pendant les attaques, des mauvais traitements et la destruction de biens pendant les opérations d'éviction, des mauvais traitements et des conditions de détention dans les centres de détention du HVO très difficiles, et l'emploi de détenus sur le front pour accomplir des travaux forcés ou utiliser
comme bouclier humain et le déplacement de détenus et de leurs familles vers un autre territoire une fois qu'ils étaient libérés. La Chambre de première instance a conclu que des milliers de personnes ont été les victimes de ces actes de violence qui ont été perpétrés de façon organisée par les forces militaires et politiques du HVO. La Chambre de première instance a conclu que les 6 appelants avaient participé à cette ECC. Ils ont été condamnés pour avoir commis des violations graves des conventions de Genève, violation des lois ou coutumes de la guerre et crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, les persécutions, l'emprisonnement, le travail illicite, le transfert forcé, l'expulsion, les actes inhumains, le traitement inhumain, la destruction massive de biens non justifiés par des nécessités militaires et la destruction d'édifices dédiés à la religion ou à l'éducation et des attaques illicites contre des civils et pour finir, le fait d'infliger de façon illicite la terreur sur des civils. En outre, au titre de leurs responsabilités relevant de la 3e catégorie de l'ECC, Jadranko Perlic, Bruno Stojic, Milivoje Petković et Valentin Ćorić ont également été déclarés coupables de meurtre et d'agression sexuelle. Et les 6 appelants, à l'exception de Berislav Pusic, ont été déclarés coupables de pillage et appropriation massive de biens. Il a été constaté que Valentin Ćorić avait engagé sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique pour certains crimes qui ont été perpétrés en 1992. La Chambre de première instance a condamné M. Perlic à 25 ans d'emprisonnement, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Milivoje Petković à 20 ans chacun, et Valentin Ćorić à 16 ans, et Berislav Pusic à 10 ans d'emprisonnement. Les 6 appelants ainsi que le procureur ont interjeté appel du jugement de la Chambre de première instance. Je vais maintenant aborder ces appels. Je vais commencer par l'équité du procès. Jadranko Perlic fait valoir qu'on lui a systématiquement refusé le temps et les ressources nécessaires pour interroger les témoins, tandis que Bruno Stojic allègue que la Chambre de première instance s'est fondée à tort sur des éléments de preuve relatifs à Franjo Tudjman et d'autres dirigeants haut placés de la République de Croatie qui sont décédés avant l'ouverture du procès. La Chambre d'appel ne retient pas le bien fondé de ces arguments et les rejette en conséquence. En ce qui concerne l'acte d'accusation et d'autres questions relatives à l'équité du procès, Bruno Stojic et Milivoje Petković allèguent que la Chambre de première instance, sans autorisation, a modifié les charges de l'accusation pesant sur eux en envisageant une ECC différente de celle présentée dans l'acte d'accusation. Milivoje Petković ajoute que le mémoire en clôture de l'accusation précisait que cette dernière présentait une cause plus réduite que celle pour laquelle il a été condamné. L'accusation a répondu que la Chambre de première instance ne s'est pas écartée de l'acte d'accusation et que les déclarations liminaires de l'accusation, la présentation de ces éléments de preuve et arguments présentés au milieu de sa thèse coïncidaient avec l'acte d'accusation et que son mémoire en clôture n'a pas modifié la notification de ces charges. La Chambre d'appel fait observer que l'acte d'accusation a clairement notifié les appelants des crimes et modes de responsabilité qui leur sont reprochés. La Chambre d'appel estime, en outre, le juge Pocard étant en désaccord, que le mémoire en clôture de l'accusation, qui n'a pas expressément et officiellement retiré des allégations, ne peut raisonnablement être interprété comme signifiant que l'accusation abandonnée
des modes de responsabilité reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel, par conséquent, conclut, le juge Pocard étant en désaccord, que Bruno Stoic et Milivoje Petković n'ont démontré aucune erreur. Valentin Ćorić conteste 3 aspects des charges qui lui ont été notifiées. Le premier et le second, alléguant que la Chambre de première instance a dépassé le cadre de l'acte d'accusation en concluant à un état d'occupation et en statuant sur l'ampleur des mesures de protection accordées aux détenus, ne sont ni fondées ni convaincantes. Troisièmement, il conteste l'erreur commise par la Chambre de première instance lorsqu'elle a estimé qu'il avait contribué à l'ECC lorsqu'il a exercé ses pouvoirs en tant que ministre de l'Intérieur, étant donné que ce fait n'a pas été retenu dans l'acte d'accusation. L'accusation a répondu qu'il en a été clairement notifié, qu'il a été remédié à tout vice de forme de l'acte d'accusation et que, en tout état de cause, la capacité de Valentin Ćorić à préparer sa défense n'a pas été matériellement entravée. La Chambre d'appel conclut que l'acte d'accusation présentait une ambiguïté sur ce point, le rendant ainsi vague et vicié. L'accusation n'a pas remédié à ce vice de forme lors de la communication de documents après la rédaction de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation comportant des vices de forme auxquels il n'a pas été remédié porte préjudice à l'accusé. Et ce vice ne peut être considéré comme ne portant aucun tort que s'il est possible de démontrer que l'accusé a pu préparer sa défense sans entrave matérielle. L'accusation n'a pas répondu à la charge de la preuve à cet égard. Au vu du préjudice subi, la Chambre d'appel fait droit en partie à l'appel de Valentin Ćorić, annule les conclusions de la Chambre de première instance sur son rôle dans l'entreprise criminelle commune en qualité de ministre de l'Intérieur à partir du 10 novembre 1993 et annule sa déclaration de culpabilité au titre de sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur, fondée sur sa responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Je me tourne maintenant vers les arguments Je vais maintenant aborder l'admission et l'appréciation des éléments de preuve et le poids accordé aux éléments de preuve ainsi qu'à la crédibilité des témoins. Jadranko Perlic et Slobodan Praljak font valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a admis les carnets de Ratko Mladic en leur refusant la possibilité de rouvrir la présentation de leurs moyens ou de verser au dossier des éléments en réplique. Bruno Stoic ajoute que cela constituait des éléments par ouï-dire non vérifiés et non corroborés. La Chambre d'appel considère qu'ils n'ont pas démontré que la Chambre de première instance a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires en admettant les extraits en question. Jadranko Perlic n'a jamais demandé de façon inconditionnelle à pouvoir présenter d'autres éléments de preuve et la Chambre de première instance l'a expressément autorisé à verser au dossier des éléments en réfutation de ces extraits de carnet. Ce qu'il a fait, en effet. Slobodan Praljak a aussi eu la possibilité de contester ces extraits. Ni Jadranko Perlic, ni Slobodan Praljak, ni Bruno Stoic n'ont démontré qu'aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu s'appuyer sur ces éléments. Leurs arguments sont rejetés. Jadranko Perlic, Bruno Stoic, Slobodan Praljak et Valentin Ćorić contestent également des décisions sur l'admission ou l'appréciation d'éléments de preuve, s'agissant notamment de la crédibilité des témoins et la propre déposition de Slobodan Praljak. La Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont démontré aucune erreur s'agissant de l'argument avancé par Slobodan Praljak, à savoir que la Chambre de première instance n'a pas expliqué quelle partie de son témoignage elle a jugé crédible ou non crédible, et pourquoi. La Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas démontré comment une insuffisance d'éléments détaillés aurait permis d'invalider le jugement
et en conséquence rejette cet argument. Je vais maintenant me tourner vers les conditions juridiques applicables aux violations graves des conventions de Genève. La Chambre d'appel annule proprio motu les conclusions de la Chambre de première instance sur l'existence d'un conflit international armé entre le HVO et l'armée musulmane de Bosnie, ou ABIH, circonscrit au déroulement d'activités de combat. La Chambre d'appel rappelle que le cadre géographique et temporel d'un conflit international armé s'étend au-delà du lieu et de l'heure exacte des hostilités et considère que les conclusions de la Chambre de première instance sur l'existence d'un conflit international armé dans des parties bien précises du territoire de Bosnie-Herzégovine sont suffisantes pour permettre l'application de violations graves aux crimes commis sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine jusqu'à la fin du conflit armé, pour autant que le lien nécessaire au conflit armé puisse être établi. S'agissant de la conclusion de la Chambre de première instance sur un état d'occupation, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a correctement analysé la question de savoir si un état d'occupation existait dans les municipalités pertinentes au moment où certains crimes ont été commis contre des personnes protégées ou des biens protégés sur un territoire occupé. La Chambre d'appel considère que l'état d'occupation est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas. La Chambre d'appel considère en outre qu'une autorité peut, par procuration, exercer une autorité nécessaire pour l'occupation par l'intermédiaire de groupes structurés hiérarchiquement et organisés de facto. De nombreux facteurs indiquaient que la Croatie, par l'intermédiaire du HVO, exerçait en réalité son autorité sur les municipalités en question. Et la Chambre d'appel conclut que Janko Perlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković et Valentin Ćorić n'ont pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en parvenant à cette conclusion. La Chambre de première instance a également conclu que 2 endroits dans la municipalité de Varech ont été occupés après le 23 octobre 1993 et l'accusation reconnaît que l'occupation n'a pas été prouvée à l'époque où certains biens ont été détruits et appropriés dans ces endroits. La Chambre d'appel annule ainsi les condamnations des appelants eu égard à la destruction et à l'expropriation massive de biens dans le cadre de ces incidents. La Chambre de première instance a en outre conclu que le HVO a détenu 2 catégories d'hommes musulmans qui devaient bénéficier des protections globales au titre de Convention de Genève numéro 4, plutôt que d'être considérés comme des prisonniers de guerre, et auraient dû recevoir des protections différentes au titre des Conventions de Genève numéro 3. Premièrement, pour ce qui est des membres musulmans du HVO, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković et Valentin Ćorić allèguent que des crimes de guerre ne peuvent pas être commis par des soldats contre des membres de leur propre force militaire. La Chambre d'appel considère que, en l'espèce, la Chambre de première instance a correctement tenu compte de l'allégeance des membres musulmans du HVO plutôt que de simplement tenir compte de leur nationalité. Étant donné que les autorités qui ont détenu le point de vue des autorités détentrices et l'allégeance des victimes est un facteur pertinent dans son appréciation, la Chambre d'appel considère qu'aucune erreur n'a pu être démontrée. Deuxièmement, pour ce qui est des hommes musulmans en âge de porter les armes, Slobodan Praljak,
Milivoje Petković, Valentin Ćorić et Bruno Pocic font valoir que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que ces hommes n'étaient pas des membres des forces armées. Ils renvoient au droit bosniaque sur les forces de réserve ainsi qu'à un ordre de mobilisation générale. La Chambre de première instance a dûment analysé ces arguments lors du procès. La Chambre de première instance conclut en outre qu'un juge du fait raisonnable aurait pu conclure que le HVO n'a pas évaluer de façon individuelle les hommes musulmans en âge de porter les armes dans un temps raisonnable tel que l'exige la loi. En outre, la Chambre de première instance a conclu que de tels hommes ont été arrêtés en masse avec des femmes musulmanes, des enfants et des personnes âgées, et que tous les musulmans ont été détenus et traités de la même manière, indépendamment de leur statut. Les arguments en réfutation de ces conclusions sont rejetés. Petković finalement fait valoir que la détention était nécessaire pour des raisons de sécurité et par conséquent justifiée en vertu des conventions de Genève, de la Convention de Genève numéro 4. La Chambre de première instance fait remarquer qu'une telle détention exige une appréciation individuelle de chaque civil qui pose un risque de sécurité bien précis. La Chambre de première instance conclut que les arrestations n'étaient pas justifiées et que les ordres de Milivoje Petković aux fins d'arrêter ces groupes d'hommes musulmans ne respectaient pas non plus la Convention de Genève numéro 4. Milivoje Petković n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en parvenant à ces conclusions. Je vais à présent aborder les crimes sous-jacents pour lesquels les appelants ont été condamnés. Avant de le faire, je fais remarquer que le juge Diu a exprimé une opinion dissidente par rapport à toutes les parties du jugement concernant le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la guerre, car il pense que le tribunal n'a pas la compétence pour juger ce crime et que ces éléments constitutifs présentés dans le jugement ne définissent pas de façon adéquate cette accusation. Praljak interjette appel des conclusions du jugement selon lesquelles le HVO a emprisonné de façon illicite plus de 1000 civils musulmans dans des maisons surpeuplées de la municipalité de Prešov. Il les a détenus dans des conditions difficiles. Il affirme que certains musulmans pouvaient se rendre chez eux de leur propre gré, que leur déplacement avait été nécessaire pour assurer leur propre sécurité, et bien qu'enfermés, ils pouvaient toujours avoir une certaine liberté de mouvement et n'étaient pas détenus. La Chambre d'appel rejette ces deux premières affirmations car il ne tient pas compte de toutes les preuves sur lesquelles la Chambre de première instance s'est appuyée et n'a pas démontré qu'un juge raisonnable de fait n'aurait pas pu tirer la même conclusion. Concernant son troisième argument, la Chambre d'appel rappelle que l'emprisonnement et la mise en détention illicite peuvent se produire même lorsque les civils sont détenus dans des maisons sans garde et lorsqu'ils ont une certaine liberté de mouvement. Dans la lumière des conclusions selon lesquelles les soldats du HVO et la police militaire ont arrêté des civils, les ont amenés dans des maisons et y sont restés présents, la Chambre d'appel estime qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la conclusion disant que ces civils étaient emprisonnés et détenus de façon illicite. Même si leur détention avait été une restriction nécessaire de leur liberté de mouvement conformément à la Convention de Genève numéro 4, cela aurait dû être fait selon les règles et des conditions strictes que le HVO n'a pas respectées en révélant ainsi la vraie nature de la détention. L'appel de Praljak est par conséquent rejeté. Un mois après cette mise en détention,
D'après la Chambre de première instance, le HVO a déplacé et transféré de force des femmes, des enfants et des personnes âgées musulmanes. Praliak fait valoir que la Chambre de première instance a conclu de façon erronée qu'ils ont été forcés à partir au lieu de considérer la possibilité qu'ils auraient peut-être choisi de partir et que dans tous les cas, le déplacement pouvait être nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour des raisons militaires. La Chambre de première instance a conclu que les soldats du HVO avaient utilisé des camions pour le transfert de ces civils, ont tiré dans l'air pour forcer les musulmans à monter à bord des camions et plus tard les ont forcés à marcher à pied sous escorte militaire. Praliak ne démontre aucune erreur dans ses conclusions. Pour ce qui est de la nécessité de déplacer des civils, la Chambre d'appel rappelle que le déplacement d'une population ne peut pas être justifié par une crise humanitaire provoquée par des activités illicites de l'accusé. La Chambre de première instance a conclu que Praliak a partagé la responsabilité pour ce qui est des conditions difficiles de la détention, que le transfert a eu lieu lorsqu'il n'y avait pas de combat dans la région et qu'il n'y avait pas de possibilité de retour. La Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans les conclusions et rejette l'appel de Praliak. La Chambre d'appel va à présent aborder les appels concernant la destruction sans motif de villes et de villages ou la destruction non justifiée par des nécessités militaires. La Chambre de première instance a conclu que pendant la journée du 8 novembre 1993, un char du HVO a tiré sur le vieux pont de Mostar qui, dans la soirée, était sur le point de s'écrouler. La Chambre de première instance a également conclu que le vieux pont était essentiel pour les activités de combat et que, au moment de l'attaque, était une cible militaire car sa destruction aurait empêché pratiquement toute opération d'approvisionnement de l'armée de Bosnie-Herzégovine. La destruction du vieux pont a eu pour conséquence l'isolement total de certains habitants de la ville et a eu un impact psychologique considérable sur la population de Mostar. Par conséquent, la Chambre de première instance a conclu que l'impact de la destruction a été disproportionné par rapport à l'avantage militaire direct envisagé. La Chambre de première instance a aussi conclu que le HVO a détruit le vieux pont afin de saper le moral de la population musulmane et par conséquent a conclu que le HVO a commis la destruction sans motif non justifié par la nécessité militaire. Stojic, Praliak et Petković contestent les conclusions de la Chambre de première instance concernant cet événement. Stojic fait valoir que la Chambre de première instance a mis l'accent sur le dommage réel et non pas sur le dommage raisonnable anticipé, n'a pas analysé le dommage causé par rapport aux blessures visibles et aurait dû accorder plus de poids à l'importance du vieux pont en tant qu'objectif militaire. Praliak et Petković avancent également que la Chambre de première instance a commis une erreur pour ce qui est de son évaluation de la proportionnalité. L'accusation répond que Stojic, Praliak et Petković n'ont démontré aucune erreur, que la Chambre de première instance a accordé suffisamment de poids à l'avantage militaire anticipé et que la Chambre de première instance a, de façon appropriée, pris en considération le fait que le premier objectif du HVO était de causer le dommage psychologique et psychique à la population. La Chambre d'appel conclut, le juge Pocard étant en désaccord, que, puisque le vieux pont était une cible militaire à l'époque de l'attaque et que sa destruction a représenté un avantage militaire concret,
sa destruction ne peut pas être considérée en elle-même comme étant la destruction sans motif non justifié par les nécessités militaires. En absence donc de la destruction de biens non justifiés par les nécessités militaires dans les conclusions juridiques de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut, le juge Pocard étant en désaccord, que l'élément requis pour le crime n'a pas été prouvé et par conséquent infirme la conclusion selon laquelle, en l'espèce, l'accusation a prouvé que la destruction du vieux pont a constitué un crime de la destruction sans motif de ville et de village ou la destruction non justifiée par les nécessités militaires. La Chambre de première instance s'est appuyée sur ces conclusions pour déduire que le HVO a commis la persécution et a répandu illégalement la terreur parmi la population civile lorsqu'il a détruit le vieux pont. À l'audience en appel, la Chambre d'appel a entendu les arguments eu égard à l'impact qu'une erreur concernant la destruction sans motif aurait eu sur ces deux autres crimes. Dans la lumière de la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle le HVO avait un intérêt militaire pour détruire le vieux pont et qu'il était une cible militaire, la Chambre d'appel conclut qu'un juge de fait n'aurait pas raisonnablement conclu que les forces du HVO avaient l'intention spécifique de faire la discrimination ou de répandre la terreur quand il a détruit le vieux pont. La Chambre d'appel annule, le juge Pocard étant en désaccord, les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles la destruction du vieux pont a constitué la persécution et le fait de répandre la terreur parmi la population civile et acquitte les appellants des accusations pour les crimes liés au vieux pont. La Chambre d'appel estime aussi que ces conclusions permettent l'annulation de la conclusion de la Chambre de première instance selon lesquelles Perlich était au courant des crimes commis par le HVO concernant la destruction du vieux pont et a contribué à l'entreprise criminelle commune en essayant de minimiser ou de nier cette destruction de nature criminelle. En outre, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a assiégé Mostar-Est et que le siège a duré de juin 1993 à avril 1994 en imposant à la population une vie dans une enclave confinée. La population ne pouvait pas quitter Mostar-Est et a été forcée à vivre dans des conditions extrêmement difficiles, sans avoir accès à l'eau, l'électricité et aux soins médicaux appropriés. Alors que le HVO pilonnait Mostar-Est de façon incessante et intense. L'a exposé à des tirs de tireurs embusqués, a pris délibérément pour cible des membres des organisations internationales et entravé le passage de l'aide humanitaire. La Chambre de première instance a conclu que l'intention de ces actions était de discriminer les musulmans de la municipalité de Mostar et de répandre la terreur parmi la population civile. Stojic, Praljak et Petkovic contestent cela, ainsi que les conclusions les concernant. Ils n'ont démontré aucune erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel rejette donc ces arguments en réfutant qui réfute ces conclusions. La Chambre de première instance a aussi conclu que pendant des attaques, le HVO a pris pour cible et a détruit ou considérablement endommagé 10 mosquées dans la ville de Mostar-Est, ainsi que les biens musulmans dans la municipalité de Prozor. Pourtant, la Chambre de première instance n'a pas pris en considération sa conclusion que ces incidents n'ont pas été qualifiés comme étant des infractions graves aux conventions de Genève et n'a pas prononcé la déclaration de culpabilité pour la destruction sans motif en tant que une violation des lois ou coutumes de la guerre. Donc cela a été une erreur et la Chambre d'appel accepte le moyen d'appel de l'accusation à cet égard, mais ne prononcera pas de nouvelles déclarations de culpabilité en appel.
Pour ce qui est des attaques contre la municipalité de Gorny Vakuf en janvier 1993, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a attaqué 4 villages, y compris le village de Doucha, que le HVO a pilonné de façon indiscriminée et a tué 7 civils lors de cette attaque. La Chambre de première instance a conclu que l'attaque contre Doucha a été une attaque indiscriminée car le HVO, premièrement, a utilisé des armes, plus particulièrement des obus, qui sont de nature qui ne permettent pas de faire une distinction entre des cibles militaires et des cibles civiles. Et deuxièmement, n'a pas fait d'efforts pour permettre à la population civile de fuir. Stojic et Praljak affirment que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les obus sont de nature à être utilisés de façon indiscriminée et n'a pas pris en considération le fait que la maison détruite par le HVO au village de Doucha était une cible militaire légitime. La Chambre d'appel conclut que la conclusion de la Chambre de première instance concernant la nature des obus ne s'est pas fondée sur les preuves démontrant que les armes utilisées pendant cette attaque étaient inévitablement de nature indiscriminée. En absence d'un tel fondement, la Chambre d'appel annule la conclusion selon laquelle les obus sont de nature indiscriminée. La conclusion de la Chambre de première instance est insuffisante pour qu'un juge raisonnable de fait ait pu conclure que l'attaque contre le village de Doucha était une attaque indiscriminée, étant donné que le raisonnement de la Chambre de première instance s'applique aussi sur les 3 autres villages. La Chambre d'appel annule également les conclusions que ces attaques-là ont été indiscriminées. La Chambre de première instance s'est appuyée sur la nature indiscriminée de cette attaque pour étayer sa conclusion, selon laquelle les forces du HVO étaient animées de mens rea requis pour le meurtre et l'homicide intentionnel. L'accusation affirme que la Chambre de première instance a raisonnablement rejeté l'argument disant que le HVO visait des cibles militaires légitimes et si l'attaque n'a pas été une attaque indiscriminée, alors c'était une attaque lancée délibérément contre les civils. Étant donné les activités de combat et la position des défenseurs du village, la Chambre d'appel conclut qu'un juge raisonnable de fait n'aurait pas pu conclure que les forces du HVO in Doucha étaient animées de mens rea requis pour le meurtre et l'homicide intentionnel. L'erreur de fait de la Chambre de première instance a provoqué le déni de justice et la Chambre d'appel annule les conclusions ainsi que les déclarations de culpabilité concernant les meurtres commis dans le village de Doucha. La Chambre d'appel annule aussi les conclusions de la Chambre de première instance concernant la destruction sans motif de biens pendant l'attaque contre ces 4 villages le même jour, ainsi que les déclarations de culpabilité pour les persécutions. Remaining findings establish that will La Chambre s'est appuyée. L'annulation des conclusions par rapport au meurtre au village de Doucha ont également un impact sur la conclusion de la Chambre de première instance, disant que le HVO donc appliquait un modèle clair de conduite entraînant la commission de meurtres de janvier à juin 1993 lorsque a commencé le siège de Mostar-Est. La Chambre d'appel, par conséquent, estime que la Chambre de première instance donc, a établi que l'homicide intentionnel et le meurtre faisaient partie de l'objectif criminel commun de l'ECC seulement en juin 1993 et non pas de janvier 1993 à juin 1993. Par conséquent, la Chambre d'appel annule les déclaration de culpabilité des appelants pour le meurtre de 2 hommes non armés en avril 1993 à Toshchanica, municipalité de Prozor, puisque cela n'entre pas dans la portée de
SEC. La Chambre d'appel conclut également que cette annulation a un impact sur la nature raisonnable de la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Perlich aurait pu prévoir la commission de ces crimes et d'autres meurtres qui ont eu lieu en avril 1993 et qu'il a pris ce risque de façon consciente ou sciemment et annule cette conclusion. La Chambre d'appel a également conclu qu'après ces attaques contre Doucha ainsi que contre d'autres villages, le HVO, avec ses soldats, a mis le feu aux maisons des musulmans de Bosnie, a arrêté illégalement des civils et les a détenus, ainsi que les a déplacés de force, ont déplacé de force et de façon illicite des femmes, des enfants et des personnes âgées. Praliak a rejeté appel de ces conclusions. Il n'a pas étayé ces allégations concernant l'erreur et ces arguments sont par conséquent rejetés. Maintenant, je passe à l'entreprise criminelle commune et la responsabilité des appelants conformément à la première et la troisième catégorie de cette forme de responsabilité. La Chambre d'appel a considéré que ces moyens d'appel qui s'appliquent à la majorité de l'arrêt. Je vais me concentrer maintenant seulement sur les points les plus importants. Avant de le faire, je note d'abord que dans la lumière de l'opinion séparée et dissidente du juge Pocard par rapport à la portée de l'ECC présentée par l'accusation, selon laquelle il ne partage pas l'opinion de la majorité par rapport à des conclusions concernant les chefs 2, 3 et 21 de l'acte d'accusation concernant la première catégorie de l'ECC et des crimes en relevant. D'abord, je aborde les affirmations des appelants concernant l'existence de la responsabilité relevant de l'ECC dans le droit coutumier international. Perlich, Praliak, Čorić et Pušić avancent qu'il y a des raisons impératives qui exige que la Chambre d'appel s'écarte de sa jurisprudence précédente pour ce qui est de l'ECC et de toutes ses formes, puisque c'était une forme de responsabilité déjà fermement établie dans le droit coutumier international à l'époque pertinente. Ils n'ont pas démontré l'existence de telles raisons impératives et leurs arguments sont rejetés. Maintenant, j'aborde donc l'objectif ultime de l'ECC. Perlich, Stojic, Praliak et Pušić contestent la conclusion de la Chambre de première instance et contestent le fait que l'objectif ultime était partagé par Franjo Tudjman et d'autres responsables, ainsi que le fait que cet objectif consistait à l'établissement d'une entité croate reprenant les frontières intérieures et la facilitation de la réunification du peuple croate. La Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont pas démontré que la Chambre de première instance a interprété de façon erronée les preuves pertinentes, qu'elle n'a pas tenu compte de toutes les preuves ou qu'elle n'a pas commis une erreur de quelque façon que cela soit dans ses conclusions. Eux et ensemble avec Petković, allègue également qu'il y a eu des erreurs de fait pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance, eu égard à l'objectif ultime de l'ECC. Leurs arguments, donc, ne sont pas fondés et sont rejetés. Tous les 6 appelants contestent la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle l'objectif criminel commun était partagé par les membres de l'ECC, et que c'était la domination, je cite, la domination par les Croates de la République croate de Herzeg-Bosna en procédant au nettoyage ethnique de la population musulmane. Fin de citation. En particulier, ils allèguent les erreurs pour ce qui est de la définition de l'objectif criminel commun et l'approche de la Chambre de première instance par rapport à la portée de cette entreprise criminelle commune, ainsi que son expansion ultérieure, et également les conclusions pour ce qui est des stades de la mise en place de cette entreprise criminelle commune. Et malgré l'ampleur de leurs appels, aucun des appelants n'a démontré l'erreur de fait ou de droit pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance concernant ces questions.
Perlich conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il était membre principal de l'entreprise criminelle commune et qu'il a contribué de façon significative à sa réalisation de janvier 1993 à avril 1994, y compris par son implication à l'entrave de l'aide humanitaire ainsi qu'aux arrestations massives des musulmans, sa participation à la planification de l'attaque contre Gorny Vakuf, à l'éviction et le déplacement de la population et la dissimulation des crimes. Perlich avance que la Chambre de première instance a commis une erreur par rapport à ses conclusions concernant ses pouvoirs sur le plan civil et sur le plan militaire. Ensuite, concernant la façon dont il a contribué de façon significative à la réalisation de l'entreprise criminelle commune, son intention ainsi que sa capacité de prévoir les crimes dans le cadre de l'ECC, ainsi que sa volonté d'accepter le risque que ces crimes soient commis. La Chambre d'appel conclut qu'il n'y a pas eu d'erreur et rejette son appel à cet égard. Stojic alleged L'appelant Stojic allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur en constatant qu'il avait commandé exercer un contrôle effectif sur le HVO et sa police militaire, qu'il a omis de prévenir leurs crimes et de les en punir, qu'il s'est servi du HVO et de sa police militaire pour commettre des crimes et qu'il a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. L'appelant Stojic conteste également les conclusions de la Chambre de première instance au sujet de sa connaissance de crimes commis dans de différentes municipalités et dans des centres de détention. Après avoir examiné ces arguments, la Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions. Cependant, la Chambre d'appel fait droit à son appel en ce qui concerne la conclusion suivant laquelle il avait appris et accepté que des civils transférés depuis l'école secondaire de Prozor soient détenus dans la prison de Ljuboški en juillet 1993, mais considère que cette erreur est sans incidence sur sa responsabilité générale pour ces crimes en tant que membre de l'ECC. La Chambre d'appel conclut par ailleurs que la Chambre de première instance n'a pas fourni une opinion raisonnée quant à l'intention de Bruno Stojic relative au crime consistant à répandre illégalement la terreur parmi la population civile, mais conclut que l'appelant Stojic n'a pas démontré comment cette erreur infirme la déclaration de sa culpabilité pour ces crimes. L'appelant Stojic n'a pas démontré non plus que la Chambre de première instance a conclu à tort qu'il avait l'intention précise de discriminer contre la population musulmane, de commettre des crimes dans de différentes municipalités et des centres de détention, et qu'il a délibérément accepté le risque que des viols, des sévices sexuels et des vols puissent être commis. Ces moyens d'appel sont rejetés. Slobodan Praljak conteste les conclusions suivant lesquelles il avait un pouvoir de commandement sur le HVO et sa police militaire. Il avait servi d'intermédiaire entre le gouvernement croate et le HVO afin de réaliser l'objectif de l'ECC et qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC avec l'intention requise. Il conteste également les conclusions de la Chambre de première instance s'agissant de sa participation, sa connaissance et son intention quant aux crimes commis dans de différentes municipalités et centres de détention. La Chambre de première instance a déclaré qu'à partir du moment où Slobodan Praljak a cessé d'exercer ses fonctions au sein de l'état-major du HVO le 9 novembre 1993, il a cessé d'être membre de l'ECC. Cependant, la Chambre de première instance n'a pas rendu une opinion raisonnée
quant à la question de savoir s'il a été déclaré coupable pour les crimes survenus après le 9 novembre 1993, notamment la destruction de 7 mosquées à Mostar-Est, au sujet de laquelle on ne pouvait pas conclure raisonnablement qu'elle était survenue avant ces dates, ainsi que les tirs isolés survenus à Mostar-Est au cours de l'année suivante. La Chambre d'appel estime que l'appelant Praljak ne peut pas être tenu responsable pour les crimes survenus après le 9 novembre 1993. La Chambre d'appel conclut par ailleurs que la Chambre de première instance a omis d'avancer une opinion raisonnée quant à l'intention de Slobodan Praljak relative aux crimes consistant à répandre illégalement la terreur parmi la population civile, mais constate que l'appelant Praljak n'a pas démontré comment cette terreur infirme sa déclaration de culpabilité pour ce crime. La Chambre d'appel fait également droit à l'appel de l'appelant Praljak concernant son argument qu'aucun juge de fait raisonnable n'aurait pu conclure qu'il avait facilité les meurtres et la destruction des biens survenus à Stupnido, municipalité de Varech, le 23 octobre 1993. En revanche, l'appelant Praljak n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il avait participé à la planification et à l'encadrement des opérations menées dans la municipalité de Varech, si bien que la Chambre d'appel confirme sa contribution à l'ECC à cet égard. Les autres griefs avancés par l'appelant Praljak sont rejetés. L'appelant Petković affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur concernant ses pouvoirs et ses fonctions, sa participation aux crimes commis dans des municipalités et centres de détention, son intention et sa capacité de prévoir des crimes qui auraient pu être commis en dehors du cadre de l'ECC, le fait qu'il aurait délibérément accepté ce risque, ainsi que sa responsabilité pour les crimes commis par certains groupes. S'agissant des meurtres et de la destruction des biens à Stupnido, ainsi que de l'arrestation des hommes musulmans dans la ville de Varech, la Chambre d'appel estime qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour qu'un juge de fait raisonnable puisse conclure que M. Petković a directement contribué à ces crimes. Cette erreur n'a cependant pas d'incidence sur les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles Milivoje Petković a été informé de ces crimes, a omis de prendre des mesures à l'encontre de leurs auteurs, a lancé une enquête de façade concernant Stupnido et a accepté ces crimes. La Chambre d'appel dit par ailleurs que la Chambre de première instance a conclu à tort, sans s'appuyer sur des éléments de preuve, que Milivoje Petković savait que le régiment Bruno Bušić commettait des crimes dans la municipalité de Gornji Vakuf en janvier 1993, même si elle constate que la conclusion suivant laquelle Petković avait pris connaissance de ces crimes 3 mois plus tard est suffisamment étayée. La Chambre d'appel infirme la conclusion que M. Petković a contribué aux crimes commis par le régiment en ordonnant son redéploiement tout en sachant que des crimes avaient été commis avant le mois d'avril 1993. Finalement, la Chambre d'appel fait droit à l'appel de l'appelant Petković en ce qui concerne sa responsabilité fondée sur la première catégorie de l'ECC pour la destruction de 2 mosquées survenues avant la période pour laquelle la Chambre de première instance a constaté que des destructions ou endommagements délibérés d'édifices consacrés à la religion faisaient partie intégrante de l'objectif criminel commun de l'ECC. Les conclusions de la Chambre de première instance montrent en revanche sa responsabilité pour la destruction de ces mosquées sous le chapeau de la 3e catégorie de l'ECC
et la Chambre d'appel conclut que Milivoje Petković est responsable sous cette forme. L'appelant Petković est rejeté sur tous les autres points. Valentin Ćorić conteste les conclusions de la Chambre de première instance relatives à sa contribution à l'ECC ainsi qu'à son élément moral, qu'il s'agisse de son intention ou de sa capacité de prévoir que des crimes sortant du cadre de l'ECC allaient être commis, envisagés ensemble avec le risque qu'il aurait pris délibérément. La Chambre d'appel souligne que l'appelant ne fait que répéter l'argumentation qui n'avait pas été retenue lors du procès, sans démontrer que la Chambre de première instance avait rejeté son argumentation à tort et que cette erreur nécessite une intervention de la part de la Chambre d'appel. De plus, dans son appel, l'appelant Ćorić omet régulièrement d'identifier les conclusions qu'il conteste, représente sous un angle erroné les conclusions de la Chambre de première instance portant sur les faits et avance des arguments sous-développés, non pertinents et nébuleux. En ce qui concerne ces arguments qui correspondent aux normes en vigueur dans une procédure d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il ne démontre pas l'existence d'une erreur. En particulier, l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a tiré ses conclusions à tort en ce qui concerne ses pouvoirs, son rôle dans les centres de détention du HVO et son implication dans d'autres crimes commis dans des municipalités. Les griefs avancés par Ćorić sont rejetés. Berislav Pušić conteste les conclusions de la Chambre de première instance suivant lesquels il a été membre de l'ECC du mois d'avril 1993 jusqu'au mois d'avril 1994. Conclusion que la Chambre de première instance a tirée en s'appuyant sur ses pouvoirs et ses contributions aux crimes commis dans le réseau des centres de détention contrôlés par le HVO lors des échanges de prisonniers et dans de différentes municipalités, sur sa propagation de fausses informations quant aux crimes commis par le HVO et sur son intention. La Chambre d'appel estime que certains aspects de son appel méritent d'être retenus et par conséquent infirme 3 conclusions de la Chambre de première instance relatives à la contribution de l'appelant Pušić à l'ECC. Cependant, la Chambre d'appel confirme la majorité des conclusions tirées par la Chambre de première instance, y compris les conclusions sur la base desquelles la Chambre de première instance a conclu qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC. Ces constatations concernent son rôle dans l'organisation de la mise en liberté des détenus musulmans sur les territoires contrôlés par l'ABIH ou par les pays tiers et son rôle d'intermédiaire entre le réseau de centres de détention du HVO et les membres les plus importants de l'ECC. La Chambre d'appel conclut que l'appelant Pušić n'a pas démontré que la Chambre de première instance a conclu à tort qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC et qu'il avait l'intention requise pour les crimes qui en faisaient partie. Je vais aborder à présent l'appel interjeté par l'accusation. L'accusation avance que la Chambre de première instance s'est trompée en appréciant la responsabilité des appelants en fonction de la 3e catégorie de l'ECC. Les 6 appelants de la défense répondent que les acquittements sur ce point étaient de mise. La Chambre d'appel estime, le juge Liu étant en désaccord, qu'un examen attentif du jugement montre que la Chambre de première instance s'est fréquemment servie du langage indiquant qu'elle avait appliqué un critère juridique erroné relatif à la prévisibilité en fonction de la 3e catégorie de l'ECC. Compte tenu du contexte et de la manière dont la Chambre de première instance s'est servie de la terminologie en abordant cette question, la Chambre d'appel constate, le juge Liu étant en désaccord, que dans son appréciation,
La Chambre de première instance a appliqué le critère de prévisibilité plus strictement que ne l'exige le droit. Ceci constitue une erreur de droit. La Chambre d'appel constate par ailleurs, le juge Liu étant en désaccord, que la Chambre d'appel a commis une erreur droit en omettant de rendre une opinion raisonnée quant aux raisons pour lesquelles elle a déclaré les appelants Perlic, Stojic, Praljak, Petkovic et Čorić non responsables pour de nombreux crimes au titre de la troisième catégorie de l'ECC. Envisager ensemble ces erreurs concernent la responsabilité alléguée de l'appelant Perlic pour 26 incidents séparés impliquant des meurtres, des violences sexuelles, des vols et la destruction des mosquées. La responsabilité alléguée de l'appelant Stojic pour 30 incidents de ce type, la responsabilité allégée de l'appelant Praljak pour 32 incidents de ce type, la responsabilité alléguée de l'appelant Petkovic pour 18 incidents de ce type, mis à part la destruction de mosquées. Et finalement, la responsabilité alléguée de l'appelant Čorić pour 31 incidents de ce type, ainsi que la responsabilité alléguée de l'appelant Pušić pour 35 incidents de ce type. L'accusation demande à la Chambre d'appel de redresser ses erreurs, de lancer un réexamen de novo, de constater que les éléments requis sont en présence, d'infirmer les acquittements, de déclarer les appelants de la défense coupables et d'augmenter les peines qui leur ont été infligées en conséquence. À titre subsidiaire, l'accusation demande à la Chambre d'appel d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour enjoindre à une chambre de tribunal de se saisir de ces questions et d'appliquer les critères juridiques corrects en étudiant le dossier de l'affaire. La Chambre d'appel observe que si elle devait revoir elle-même tous les éléments de preuve pertinents et toutes les conclusions factuelles tirées par la Chambre de première instance, elle serait tenue d'avancer des conclusions relatives à la responsabilité de chacun des 6 appelants de la défense pour de nombreux incidents, dont 4 types de crimes différents, survenus dans 6 municipalités différentes et 3 centres de détention différents au cours d'une période de 11 mois. En outre, les éléments de preuve relatifs à l'élément moral sont de nature circonstancielle et concernent leur comportement, leur connaissance et l'intention qui les animait au cours de plus d'1 an dans de différentes localités. Procéder à une telle analyse reviendrait à réévaluer le dossier dans sa totalité et nécessiterait que la Chambre d'appel rende une nouvelle décision en l'espèce. Or, un appel n'est pas un procès de novo et la Chambre d'appel n'est pas censée agir en tant que premier juge de fait. En conséquence, la Chambre d'appel refuse de déterminer si les critères relatifs à la troisième catégorie de l'ECC ont été satisfaits en ce qui concerne les incidents contestés. Par ailleurs, compte tenu, entre autres, de la durée prolongée du procès, qui s'est déroulé au cours d'une période supérieure à 13 ans, et compte tenu des peines infligées qui varient entre 10 à 25 ans d'emprisonnement, la Chambre d'appel refuse également de demander un nouveau procès ou de renvoyer un certain nombre de questions à une chambre de première instance. En ce qui concerne un certain nombre d'incidents relatifs au meurtre des personnes détenues, la Chambre d'appel constate, le juge Liu étant dissident, que l'accusation a démontré que tout doute raisonnable quant à la culpabilité des appelants Perlic et Petrovic au titre de la troisième catégorie de l'ECC a été levé, qu'un juge de fait raisonnable n'aurait pas pu les acquitter de ces crimes.
Il en ressort que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait. La Chambre d'appel refuse d'avancer de nouvelles déclarations de culpabilité à cet égard. L'accusation affirme par ailleurs que la Chambre de première instance a omis de se prononcer sur la responsabilité des appelants Perlic, Stojic, Praljak, Petkovic et Čorić en tant que supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci répondent qu'une erreur n'a pas été commise ou qu'il ne serait pas équitable de redresser cette erreur en prononçant une déclaration de culpabilité en appel. La Chambre d'appel rappelle que lorsque un accusé est poursuivi cumulativement au titre des articles 7.1 et 7.3 du statut, la Chambre de première instance a l'obligation juridique d'avancer les conclusions quant à la responsabilité des accusés en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle n'a pas avancé des conclusions sur la question de savoir si les appelants Perlic, Stojic, Praljak, Petkovic et Čorić ont été responsables en tant que supérieurs hiérarchiques et ont omis de punir un certain nombre de crimes. La Chambre d'appel fait droit à cet aspect de l'appel de l'accusation. Elle refuse cependant de décider de nouveau de leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques ou de demander un procès de novo ou de remettre ces questions à une chambre de première instance. La chambre de première instance a tenu Čorić responsable en tant que supérieur hiérarchique pour des crimes commis dans la municipalité de Prozor en octobre 1992 et notamment pour la destruction d'environ 75 maisons musulmanes et autres biens ainsi que le vol de véhicules. Čorić conteste l'appréciation des éléments de preuve faite par la Chambre de première instance ainsi que la conclusion suivant laquelle il a exercé un contrôle effectif sur les auteurs, qu'il avait la connaissance ou devait avoir la connaissance de ces crimes et qu'il a omis de punir ses subordonnés. La Chambre d'appel constate que Čorić n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur et par conséquent rejette son appel. Čorić allègue également que la Chambre a commis une erreur en prononçant cumulativement des déclarations de culpabilité pour les infractions graves aux conventions de Genève et pour les violations de lois et de coutumes de guerre, ainsi que pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La Chambre d'appel estime qu'il présente d'une façon incorrecte le critère juridique bien établi suivant lequel il est possible de prononcer les déclarations de culpabilité chaque fois qu'il existe un élément matériel distinct pour une même série de crimes et qui n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en appliquant ce critère en l'espèce. Son argumentation est rejetée. La détermination de la peine. Je vais maintenant aborder la question de la détermination de la peine pour toutes les parties à l'appel, mis à part l'appelant Praljak. La Chambre d'appel estime que mérite d'être retenu l'argument de l'accusation suivant lequel la Chambre de première instance n'a pas pris en compte la responsabilité de l'appelant Čorić en tant que supérieur hiérarchique lors de la détermination de la peine. La Chambre d'appel rejette tous les autres moyens d'appel soulevés par l'accusation ainsi que par la défense concernant la gravité, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes et la comparaison avec les pratiques en matière de la détermination de la peine en ex-Yougoslavie et dans d'autres affaires. En ce qui concerne le calcul de la peine déjà servi, les appelants Stojic, Petkovic, Čorić et Pušić affirment que la Chambre de première instance avait tort de ne pas tenir compte du temps qu'ils avaient passé lors de la mise en liberté provisoire, y compris les périodes de temps passées lors des assignations à domicile ou lors des traitements médicaux. La Chambre d'appel rappelle qu'en vertu de l'article 101C du règlement, la durée de la période pendant laquelle
la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au tribunal ou en attendant d'être jugée par une chambre de première instance ou la chambre d'appel et déduite la durée totale de sa peine. Fin de citation. La chambre d'appel estime, le juge lui étant partiellement en désaccord, que les conditions qui prévalaient au cours de la mise en liberté provisoire des appelants Stojic, Petkovic, Čorić et Posic ne correspondent pas aux conditions prévalant en détention. Et c'est pourquoi elle rejette ces arguments suivant lesquels la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle n'a pas tenu compte des périodes qu'ils ont passées au cours de la mise en liberté provisoire. Finalement, en ce qui concerne l'incidence des conclusions formulées par la Chambre d'appel sur la peine prononcée par la Chambre de première instance, la Chambre d'appel a pris en compte la mesure dans laquelle certaines convictions et certaines déclarations de culpabilité ont été infirmées pour les 6 appelants de la défense. Cependant, les 6 appelants demeurent coupables de nombreux crimes très graves. Chamber disposition. Je vais maintenant lire le texte du dispositif de la Chambre de l'appel. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, ayant examiné les écritures des parties et leurs exposés présentés pendant le procès en appel qui s'est tenu du 20 au 24 mars, ainsi que les 20 et 28 mars 2017, siégeant en audience publique. Monsieur Perlich, veuillez vous lever. S'agissant de Jadranko Perlich, rejette l'appel interjeté par Jadranko Perlich dans son intégralité. Infirme, ayant fait droit à la branche de moyen d'appel 45.1 soulevé par Bruno Stojic et au moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Perlich en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour, premièrement, persécution, assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité, et homicide intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux conventions de Genève pour le meurtre de 7 civils à Doucha, dans la municipalité de Gorny Vakouf. Chef 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie. Deuxièmement, assassinat, un crime contre l'humanité et homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève pour le meurtre de 2 hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de Prozor, chef 2 et 3, tous deux en partie, et 3, assassinat, un crime contre l'humanité et homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève pour les meurtres liés aux détentions commis dans la municipalité de Jablanica en avril 1993, chef 2 et 3, tous deux en partie. Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de différentes manières par Jadranko Perlich, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Valentin Čorić, en réponse aux moyens d'appel numéro 3 soulevés par l'accusation, les déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Perlich en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour, premièrement, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction pendant des attaques de maisons dans la municipalité de Gorny Vakouf le 18 janvier 1993, chef 1 en partie, et deuxièmement, le juge Pocard étant en désaccord, persécution, un crime contre l'humanité et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de Mostar, chef 1 et 25, tous deux en partie. Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Jadranko Perlich en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour la destruction de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutée
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève pour la destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Varèche. Chef 19 en partie. Confirme, le juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le juge Pocard étant en désaccord en partie s'agissant des chefs 2, 3 et 21. Les autres déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Perlic pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25. Accueille le juge Liu étant en désaccord le moyen d'appel 1C soulevé par l'accusation concernant la responsabilité de Jadranko Perlic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés au paragraphe 3079 et 3114 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la chambre de première instance. Accueille en partie le juge Liu étant en désaccord le moyen d'appel 1E soulevé par l'accusation et conclut, le juge Liu étant en désaccord, que la chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jadranko Perlic n'était pas coupable d'avoir commis, en raison de sa participation à une entreprise criminelle commune, l'assassinat, un crime contre l'humanité, et l'homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève. Pour le meurtre 1 d'un détenu musulman à la prison de Dretail le 16 juillet 1993 et 2 d'un détenu au centre de détention de Voïno le 5 décembre 1993. Chef 2 et 3, tous deux en partie, mais s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Perlic à cet égard. Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'accusation concernant la responsabilité de Jadranko Perlic en tant que supérieur hiérarchique pour les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la chambre de première instance. Accueille en partie le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'accusation et conclut que la chambre de première instance a commis une erreur en ne prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de villes et de villages ou dévastation que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la destruction pendant des attaques de premièrement, biens appartenant à des musulmans dans la municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet 1993. Et deuxièmement, mosquée à Mostar-Est dans la municipalité de Mostar entre juin et décembre 1993. Chef 20 en partie. Mais s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Perlic à cet égard. Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'accusation à l'égard de Jadranko Perlic. Confirme la peine d'emprisonnement de 25 ans et sous condition de l'article 101 du règlement de procédure et de preuve. Monsieur Pusic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est de Bruno Stoic, alors, accueille le branche de moyen d'appel 45.1 soulevé par Bruno Stoic et affirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour persécution, assassinat et actes inhumains en tant que crime contre l'humanité et homicide intentionnel et traitement inhumain des infractions graves aux conventions de Genève pour le meurtre de 7 civils à Doucha dans la municipalité de Gorny-Vakouf. Municipality, that's counts. Chef 1, 2, 3, 5 et 16, tous en partie. Rejette pour le surplus, les juges Liu et Pocard étant en désaccord en partie, l'appel interjeté par Bruno Stoic. Rejette pour le surplus la condamnation de M. Stoic
pour avoir participé à une entreprise criminelle commune en tant que crime et meurtre, un crime contre l'humanité et homicide intentionnel. Une infraction grave aux conventions de Genève pour le meurtre de 2 hommes non armés à Tosjanicha dans la municipalité de Prozor. Chef 2 et 3, tous deux en partie. Infirme, ayant fait droit au moyen d'appel additionnel soulevé de différentes manières par Janko Perlic, Bruno Stojic et Slobodan Prajak et Valentin Čorić en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'accusation, les déclarations de culpabilité prononcées contre Bruno Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour, premièrement, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction pendant des attaques de maisons dans la municipalité de Gorny Vakouf le 18 janvier 1993, chef 1 en partie, et deuxièmement, le juge Pocard étant en désaccord, persécution, un crime contre l'humanité et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de Mostar, chef 1 et 25, tous deux en partie. Annule d'office la déclaration de culpabilité de M. Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour destruction. En tant que participant à une entreprise criminelle commune pour la destruction de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève pour la destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Varèche, chef 19 en partie, infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Bruno Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune au titre de sa responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune de 3e catégorie pour assassinat, un crime contre l'humanité et homicide intentionnel. Une infraction grave aux conventions de Genève pour les meurtres de détenus à l'héliodrome utilisés pendant des activités de travail forcé et ou comme bouclier humain, mais confirme les déclarations de culpabilité prononcées pour ces mêmes crimes s'agissant des meurtres susmentionnés au titre de sa responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune de 1re catégorie, chef 2 et 3, tous deux en partie. Confirme, le juge lieu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le juge Pocard étant en désaccord s'agissant des chefs 2, 3 et 21, les autres déclarations de culpabilité prononcées contre Bruno Stojic pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25. Accueille, le juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel 1A et 1C soulevé par l'accusation concernant la responsabilité de Bruno Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés au paragraphe 3018 et 3030 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la chambre de première instance. Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'accusation concernant la responsabilité de Bruno Stojic en tant que supérieur hiérarchique pour les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la chambre de première instance. Accueille en partie le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'accusation et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de villes et de villages ou dévastation que ne justifie pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction pendant des attaques de un bien appartenant à des musulmans dans la municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet 1993. Et 2. Mosquée à Mostar-Est dans la municipalité de Mostar entre juin et le 15 novembre 1993. Chef 20 en partie, mais s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Bruno Stojic à cet égard. Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'accusation à l'égard de Bruno Stojic. Confirme
la peine d'emprisonnement de 20 ans sous la réserve de déduire le temps que M. Stojic a déjà passé en détention, conformément à l'article 101C du règlement de preuve et de procédure. Maître Stojic, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Praljak, merci de vous être levé. S'agissant de Slobodan Praljak, accueille le moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan Praljak et infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour persécution, assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité et homicide intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux conventions de Genève pour le meurtre de 7 civils à Doucha dans la municipalité de Gornji Vakuf, chef 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie. Accueille en partie la branche de moyens d'appel numéro 44.1 soulevée par Slobodan Praljak, dans la mesure où elle concerne sa responsabilité en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés au paragraphe 2003 du présent arrêt. Rejette pour le surplus l'appel interjeté par Slobodan Praljak. Infirme ayant fait droit à la branche de moyens d'appel numéro 45.1 soulevé par Bruno Stojic et au moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour assassinat, un crime contre l'humanité et homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève pour le meurtre de 2 hommes non armés à Toščanica dans la municipalité de Prozor. Infirme ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Valentin Ćorić, en réponse aux moyens d'appel numéro 3 soulevés par l'accusation, les déclarations de culpabilité prononcées contre Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour 1. Persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction pendant des attaques de maisons dans la municipalité de Gornji Vakuf le 18 janvier 1993. Chef 1 à partie. Et 2. Le juge Pokar étant en désaccord, persécution, un crime contre l'humanité et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la destruction du vieux pont de Mostar. Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour la destruction de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève pour la destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Varech. Chef 19 en partie. Confirme le juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le juge Pokar étant en désaccord s'agissant des chefs 2, 3 et 21. Les autres déclarations de culpabilité prononcées contre Slobodan Praljak pour les chefs 1 à 3, 6 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25. Accueille le juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel numéro 1A et numéro 1C soulevés par l'accusation concernant la responsabilité de Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés au paragraphe 3018, 3030, 3079 et 3114 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la chambre de première instance. Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'accusation
concernant la responsabilité de Slobodan Praljak en tant que supérieur hiérarchique pour les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance. Accueille le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'accusation et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de villes et des villages ou dévastation que ne justifie pas par les exigences militaires une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction pendant des attaques de 1. Biens appartenant à des musulmans dans la municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet 1993 et 2. Mosquée à Mostar-Est dans la municipalité de Mostar entre juin et le 9 novembre 1993. Chef 20 en partie, mais s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Slobodan Praljak. À cet égard, rejette le surplus l'appel interjeté par l'accusation à l'égard de Slobodan Praljak. Confirme la peine d'emprisonnement d'une durée de 20 ans sous la réserve de la réduction du temps passé en détention conformément à l'article 101C du règlement de procédure et de preuve. Monsieur Praljak, vous pouvez vous asseoir. Le juge ajuste. Je vous prie de vous asseoir, Monsieur Praljak. Monsieur Petkovic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. S'agissant de Milivoje Petkovic, accueille en partie la branche de moyens d'appel numéro 5.2.2.4 soulevé par Milivoje Petkovic et également en partie le moyen d'appel numéro 1 de l'accusation et infirme les conclusions rendues par la Chambre de première instance selon lesquelles Milivoje Petkovic était responsable en tant que participant à une entreprise criminelle commune au titre de la responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie. Madame Maître Fovo Ivanovic. Poison ce matin. Yeah, okay. Monsieur le Président, notre client dit que ce matin, il avait pris un poison. Le